Ah bon? Oui. Marc, bonjour. Bonjour, Content de te voir. et c'est réciproque. Vraiment. On est dans cette situation assez paradoxale où je te connais bien sans te connaître. Et toi, je pense que c'est pareil. C'est pareil. Alors, on va profiter de ce De- petit de- moment. D'incertitude. Alors, s'il y a des conneries à dire, c'est toi qui les dis, moi je pose des Bien questions. sûr, mais Hein. pour moi, c'est une grande occasion de pouvoir dire du mal de tout le monde. C'est pas ton style. En revanche, c'est le mien. Ah ouais, c'est vrai. Là. Alors, je vais te poser une première question. C'est justement sur ce que tu es en train de produire. Un sourire. Ah, le sourire. Ouais. Bah, je crois que c'est transgénérationnel, je pense. Mes parents étaient souriants. J'ai toujours vu des gens sourire autour de moi. Assez rapidement, quoi. Donc, je pense que ça s'est passé en moi un peu. Et je trouve que... Enfin non, je n'ai pas d'avis sur la question. C'est comme ça, quoi. Non, parce que c'est plus compliqué, ma question. D'abord, première chose, émigré souriant, donc, tes parents. Ouais. Ce qui est quand même, Je suis parler dans tes cours, c'est pas... émigré de 2 générations. C'est peut-être pour ça que j'étais très vite boiteux. Ma maman est arrivée en 24. Elle avait 4 ans avec ses parents. Donc, mon grand-père maternel fuyait le fascisme. Et mon père, lui, est arrivé après-guerre, après avoir participé à la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée italienne. Il escortait les trains. Fort heureusement, il n'a pas été blessé. Donc il est arrivé en France en 1946. Il était maître tailleur. Et son oncle l'a fait venir à Paris pour travailler avec lui, boulevard Raspail, où il était installé. Mon oncle aimable. Et amable. Et voilà, et mes parents se sont rencontrés sur le trottoir, boulevard Raspail, parce que ma mère était blanchisseuse, et mon père tailleur. Mais je croyais que ta mère vendait des fleurs, m'avait dit Francesco. Après, mon père avait de l'or dans les mains, en tant que tailleur, vraiment. Ouais. Il savait tout faire de la couture. Et en fait, il s'est retrouvé... assez vite, moi je suis né en banlieue sud, je suis né à Villejuif, on a habité Gentilly pendant 6 ans, puis on était allé à La Courneuve, où mon père avec son frère a ouvert un magasin de tailleur sur mesure. Mais bon, La Courneuve, c'était pas le lieu où il fallait forcément ouvrir un magasin de tailleur. Et puis, sur ces entrefaites, début des années 60, il y a eu la grande vague du prêt-à-porter. Et mon père a laissé tomber son métier. Ma mère s'est mise à vendre des fleurs. Et voilà. Alors, c'est une première discrépance, comme on dit en anglais. En américain, c'est un peu snob, mais des bons rapports avec tes parents, en fait. Ah oui, je pense que j'ai eu des parents, entre guillemets, en or. Parce que... Alors, justement, je te coupe pour... Alors, du coup, pourquoi la psychanalyse, en fait? Ah, je pense pas que... C'est parce que la psychanalyse, c'est arrivé très... Le jour où j'ai cette maladie, la CEP, je sais maintenant que ça a commencé quand j'étais très jeune adulte, et sans doute avant. J'avais un terrain, comme on dit. Donc, avant ça, de 75 à 92-13, ma maladie, elle était rémitante, c'est-à-dire qu'elle procédait par poussée, dont je récupérais, plus ou moins. Mais les médecins, à l'époque, ne pouvaient pas avérer la maladie. Il n'y avait pas l'IRM, il n'y avait pas tout ça, c'était un peu compliqué. Ils se doutaient, mais ils m'en ont rien dit. Donc moi, j'ai surfé sur la vague grâce à la musique et j'ai fait ce que j'ai fait dans les années 80. Et c'est en 92 qu'on m'a annoncé le verdict.
Ils attendent ce qu'on en plaque. Ouais. Et Pour poursuivre mon idée, si tu veux, c'est que d'habitude, les psychanalystes, on leur parle de leurs parents, on Oui, parle des parents. oui, bien sûr. Et toi, c'était finalement c'était pas ça la question. le drame de ta vie, quoi. Non, Ouais. la question, c'était que ma mère était mourante et très mal en point. Et on m'annonçait que j'avais une CEP. Je savais ce que c'était pour avoir vu des amis atteints gravement de ça. Ça m'a séché. Et j'ai moi-même demandé à la neurologue, qui a été très surprise de ma demande, parce que les gens, en général, surtout ne veulent pas entendre parler de psychanalyse. Et elle m'a demandé, je lui ai demandé, pardon, j'aimerais avoir quelqu'un qui parlait. Et là, on a démarré un travail avec quelqu'un qui est avec moi depuis. Ça fait presque 30 ans. Une belle histoire. Alors justement, je reviens à cette histoire de sourire, là, parce que c'était ma première question. Parce que, comme tu sais, l'accordéoniste sourit, hein, ça fait partie de l'iconographie habituelle. L'accordéoniste. Bon, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que sur tes pochettes de disques, tu souris. Ouais. Quand tu joues, tu souris pas en fait. Tu as l'air beaucoup plus centré sur toi-même. Alors, alors, quand tu es au civil, là, quand on est entre nous, tu as un sourire très doux, quoi, très, très, très chaleureux, très sympathique. Mais quand tu joues, tu es beaucoup plus pris tu es plus sérieux, que tu cherches pas la connivence par le sourire. Ouais, non. C'est plus intérieur. C'est parce que jouer, c'est une épreuve. Pour moi, en tout cas, moi, j'en parle comme ça, très sincèrement. Je dis toujours en rigolant que devant, il y a ce que les gens voient, c'est le côté pile, le côté face plutôt, et puis de l'autre côté, c'est le côté pile. Là, c'est la fabrique, c'est l'atelier, c'est le travail, quoi. Et quand je joue, en tout cas moi, je sais pas les autres, mais j'ai besoin de me concentrer. Et en fait, je pense que je ferme les yeux pour mieux entrevoir ma musique. Oui, d'accord. Voilà, vraiment. En même temps, c'est une musique dans laquelle tu ne prends pas énormément de risques en pratique. Je te dis les choses très directement. Oui. Dans la mesure où elle est pleinement mémorisée, on est d'accord, strophique dans tous les cas, hein, cadencée avec une prédilection pour le 3 temps. Alors tu m'expliqueras pourquoi tu aimes tant le 3 temps. Plutôt un 2 temps, je dirais, plutôt, avec une valse à 3 temps, avec un deuxième temps très long, quoi, le phrasé marque, je dirais. Voilà. Tandis que ce n'est pas quelque chose qui devrait te stresser quand tu joues. Ça a l'air de sortir assez facilement de... C'est pas... si je rentre un peu en moi quand je joue, c'est pas que je sois stressé, c'est que je suis aux affaires. Et la musique, c'est quelque part, on va faire de la psychanalyse, mais c'est un peu la seule piste qui me permet d'avoir accès à une échappée libre, c'est-à-dire à sortir du corps, quoi. Ouais. J'ai fait, là maintenant, j'ai fait une croix sur le corps, enfin si je peux dire. Mais la musique, ça me donne du corps, voilà. C'est un autre corps que je peux inventer. Et la valse, la lenteur, je pense que ça participe de ce travail-là. Et puis il y a un collage avec mon père par rapport à la lenteur. Pourquoi il était lent ? Parce que non, mon père marchait tranquillement. Ça m'énervait quand j'étais ado, forcément. Moi, je voulais aller plus vite. Et ma mère, par contre, elle faisait tout vite, très bien, de manière très artistique, mais très vite, quoi. Elle avait vite des solutions. Mon père prenait son temps, il faisait tout calme. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce qu'il y a, j'allais dire, chez beaucoup de musiciens, chez certains, Billie Holiday par exemple, elle a un tempo. Bon, toi, tu as ton tempo en fait. Tu as cette espèce de pulse. Alors souvent, je dis que c'est un faux terme, enfin, un 3 temps avec un deuxième temps très long, parce que on y pense. Et c'est ce qui signe en fait ta musique. Et une espèce de tranquillité, un swing léger, mais
pas trop. Et puis, cette espèce de, oui, de rubétisation à l'intérieur du rythme. Et voilà. Ça, on te reconnaît tout de suite. Hein. Il n'y a pas à hésiter là-dessus. Alors, et toi, quand justement, tu dis que l'instrument, la façon dont tu l'as domestiqué, peut-être le plaisir que tu avais de jouer, que tu n'as plus maintenant, ça doit être assez chiant quand même de ne pas pouvoir. Oui, oui. Hein, c'est comme quand on a connu des femmes et qu'on ne peut plus les gna-gna. Mais j'aime bien, j'ai beaucoup joué. Bon. Ça te reste voilà, comme ça, c'est un autre versant. Il y a une autre histoire qu'il faut que j'invente, quoi. Est-ce que tu as... Parce que je joue un peu du diatonique, comme tu sais, mal. Oui, très bien. Non, tes conneries, très mal. Peu importe, je connais suffisamment l'instrument pour ressentir les choses. Mais cette sensualité de l'instrument, je ne l'ai jamais beaucoup sentie, pour ma part. Parce que j'ai lu un peu tes interviews, tu dis le contact, etc., la soufflerie, tout ce côté un peu charnel. Je ne l'ai jamais vraiment senti. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un instrument assez aride. Oui. Ouais, je ne sens pas trop Ben moi, ce que je ressens, c'est que l'accordéon général, hein, quel qu'il soit, diatonique, chromatique, on a vraiment les deux mains prises dans la musique. C'est ça qui... Les deux mains prises dans la musique. Et la musique, on a une chose extraordinaire, c'est le soufflet. On peut le comprimer, on peut travailler la patte, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'instruments qui donnent accès à ça, quoi. Et puis, c'est un instrument qu'on enlace, quoi. C'est vraiment un enlacement, l'accordéon. Et en plus, ça se tient près du corps, près de la poitrine. Ça devient comme, enfin moi je le lis comme ça, comme un supplément au corps, quoi. C'est une partie intégrante de soi. Probablement, c'est parce que je ne jouais pas assez bien, en fait. Trop crispé, mais oui. Parce que tu as commencé par la guitare, n'est-ce pas? Ouais. Et d'une certaine façon, je sens la guitare beaucoup plus sensuelle. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente. Quand tu vois les guitaristes, ils sont gna-gna-gna, espèce de, tu vois, ils sont souvent filiformes, ils ont une façon de diriger le son avec leur corps. Et l'accordéoniste, moi... Alors, je sais bien que le diatonique, c'est un peu spécial, parce qu'il faut y aller carrément dans le... C'est-à-dire que j'ai différentes perceptions. Quand je vois les copains jouer, les gens jouer, il y a des gens, je ressens, qui sont derrière leur instrument, qui sont en retrait. Et d'autres, ils font corps avec, quoi. Moi c'est une chose qui m'a toujours ébloui avec Marcel. Marcel Azola, quand il jouait, outre que c'était un très grand ami, il faisait corps avec son instrument. Et le son qui sortait, ça sortait de lui, quoi. Ouais. C'était assez... Bon, après, on connaît tous ces accordéonistes qui étaient en retrait, en deçà, quoi. À côté, un peu, derrière, quoi. Mais il y a beaucoup de musiciens. Alors, dans mes copains diatoniques, il y en a plein qui sont aussi comme ça, qui habitent vraiment leur manière de jouer, hein. Parce que la gestuelle, on peut parler de ça, mais on peut parler de beaucoup de choses. La gestuelle des accordéonistes sardes que tu connais un peu, c'est tout à fait le contraire. L'instrument est posé sur la chaise, posé sur le genou, et une espèce de alors figé, tac, 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 ça vient comme ça, tu vois. Il n'y a aucune corporalité donnée, hein. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est pas présent dans la musique, mais c'est au contraire très distancié. Très distancié. Alors, si tu vas du côté du musette, c'est le sourire, c'est le machin, c'est l'envahissement, tu as l'impression que tu es entouré de l'instrument, que ça te tire, voilà. Et quant au chromatique, tu n'en as jamais joué? Non, j'ai essayé, je connais un peu, hein, mais je n'en ai jamais vraiment joué. Hein. Ça ne t'a pas attiré? Non, parce que je suis un grand feignant. Ah, arrête. Mais non, j'avais déjà beaucoup à faire avec mes petits boutons et mes pouces étirés. Voilà. Alors, ce qu'il y a de marrant dans tes compositions, globalement, hein, je fais des propos, tu peux très bien dire le contraire, c'est qu'on voit bien que tes compositions, elles sont nées sur l'instrument. Parce que quand justement tu joues un peu de diatonique, tu dis tiens, ah oui, je sens les doigts qui bougent là, je retrouve avec l'oreille le mouvement de la main et les doigtés, tu vois. Autrement dit, tes compositions sont nées très directement de la pratique de l'instrument. Ouais, alors moi, ça
pour moi, c'est important. Je pense que toute création, pour moi, elle naît du jeu et de la pratique. Ça, c'est pas du tout conceptuel. Ou si ça l'est un peu, c'est un peu pensé, quoi. Mais c'est en essayant qu'on peut trouver. J'ai eu une discussion il y a 2 jours avec un grand ami que tu connais seulement, avec Bernard Lubat, et on parlait d'un copain musicien qui est en train de se développer en ce moment. Et on disait, moi je disais, oui, il apprend à négocier ses déchets, à rassembler ses déchets. C'est beau comme formule. C'est qui, oui, qui cet instrument? C'est Fabrice Vieira, qui est guitariste de la compagnie, et qui est en train de vraiment devenir lui, quoi, dans la musique. Et je pense que ça, c'est important. La création, pour moi, ça peut se faire que dans le jeu. C'est à l'épreuve du jeu qu'on découvre des choses. Parce que dans les erreurs qu'on fait, fatalement, et moi Dieu sait si j'en ai fait en cherchant ou en jouant, l'erreur est féconde, quoi. Absolument, oui. C'est de la fausse note que naît l'intelligence, je suis bien d'accord. Et les mélodies, pour moi, sont beaucoup nées de ça, des égarements. Mais alors justement, les égarements dans le diatonique, ils ne sont pas tellement fréquents puisque l'instrument est fantastiquement limité. Tu es quand même d'accord avec moi? L'instrument est limité, mais pas le musicien qui en joue. En général, parce que moi, ça me saisit toujours de voir à quel point chaque individu, je parle même musicien ou pas, qui commence à jouer de l'accordéon, tout de suite présente une part de lui-même, quoi. C'est un truc qui m'a fasciné chez tous les vieux que j'ai vu jouer, tous les anciens, pardon, que j'ai vu jouer. C'est à quel point, enfin, personne n'a les mêmes failles. Tout le monde a ses difficultés ou ses capacités particulières. C'est la singularité des gens qui fait qu'ils jouent d'une façon ou d'une autre. Et j'ai vu des débutants à l'accordéon diatonique qui tout de suite étaient, vous voyez, c'était musical, mais ça leur appartenait en propre d'être tout de suite comme ça. J'en ai vu d'autres qui n'y sont jamais arrivés. Parce que... Est-ce qu'on ne peut pas dire que du fait qu'il est très contraint, cet instrument, il oblige à avoir plus de ruse? Parce que, tu fais tonique, dominante, tonique, dominante. Donc c'est assez facile. Tu tires, tu pousses, et n'importe quel, à 10 minutes, n'importe qui peut faire un truc en tirant, poussant et en faisant une mélodie qui, finalement, est la matrice de toutes les musiques du monde depuis 300 ans, au bout du compte. On est bien d'accord. Alors, pour faire quelque chose d'assez chouette, il faut casser ça. Hein. Donc, il faut donc aller contre la rigidité qu'impose l'instrument. Il faut aller y voir ailleurs. Ouais. Du coup, beaucoup de recherches sur la modalité, notamment dans tes valses. Hein. Là, tu as cherché beaucoup de sous-dominantes, enfin, des choses comme ça, et des sous-toniques surtout, donc pour éviter que ça tire de la sensible à la tonique, et donc créer un langage qui garde la contrainte de l'instrument et quand même arrive à dépasser cette contrainte par une intelligence particulière. Donc, plus l'instrument est chiant, serré, disons, plus il te bloque, plus il faut être malin. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est vrai. Il faut être malin, ou en tout cas, faut se risquer. Moi, je dirais plus ça que faut se risquer à faire autre chose. Moi, il y a plein de trucs que j'ai développés en partant d'une erreur, d'un glissement, d'une note sabonnée, comme on dit, et qui m'ont fait glisser à la découverte d'un rythme ou d'un départ de mélodique. Et puis après, bon, une fois qu'on a tiré un bout de la ficelle... Il suffit de développer. Voilà. Mais cela dit, ça, c'est pas spécifique à l'accordéon. Ah non, non. Je pense que Thelonious Monk, c'est vrai, ce matin, il a mis les doigts à côté, puis après il dit « Oh merde, ça fait beau ». Ah, ça fait beau, ouais. Ça, je pense que c'est fondamental dans la création. C'est fondamental, mais en même temps, c'est pas accepté par l'institution. C'est-à-dire que dans l'institution, moi c'est ce que je ressens, dans l'institution enseignement, on apprend justement en amont du jeu
à formater les gens pour leur éviter les erreurs. Bon, et je pense que le diatonique, c'est tellement déjà pas... Il n'y a pas de méthode, c'est pas enseigné, c'est pas... Il y a les gens qui essaient de faire des méthodes. Je dirais que c'est justement parce qu'il n'y a pas de méthode dans l'enseignement et qu'il n'y a pas d'enseignement institué qu'il y a une grande variété. Je suis bien d'accord. Oui. Ben alors ça, c'est assez fondamental. Et on voit ça dans le jazz aussi, parce que ce que tu dis sur Monk, c'est rigolo, parce que ce matin, j'écoutais, je suis très branché de temps en temps sur les Facebook, pour la musique, parce qu'il y a des trucs qui circulent, des trucs, et ce matin, j'ai écouté Around Midnight, il jouait en piano solo, en 69, je crois, par Monk, et on voit même, c'est une impro, on le voit improviser sur le thème, et on voit vraiment qu'il ne sait pas où les doigts vont aller. Ils y vont, quoi. Et puis il part dans son truc, mais moi, Bernard Lubat, par exemple, que je cite souvent, ou Jacques Delato, ils m'ont dit la même chose. On a été dressés, on a subi un dressage dans l'institution, et au bout d'un moment, on a dû, pour se découvrir, tout oublier et inventer autre chose. Oui, comme tu dis, tout oublier. Parce que moi, je connais bien le discours de Bernard. J'adore ce mec, ses bouquins sont fabuleux. Son intelligence et son comment dire, sa méfiance fondamentale pour les savoirs acquis et les trucs qui s'enseignent, d'accord. Mais le métier de Bernard est hallucinant, tu comprends. Et tu dis à un gamin, bah écoute, fais comme tu veux, mets tes doigts, tu vas voir ça tout seul. Arrête. Non, mais j'ai vérifié des choses. Ça m'est souvent arrivé de travailler avec Marie-Odile dans les maternelles. Alors l'accordéon, ça leur plaît beaucoup parce que ça se gonfle, ça se dégonfle. C'est un instrument qui vit de l'intérieur. Une clarinette, quand tu la poses, elle est inerte. Il y a le souffle du gars qui joue. Mais, donc l'accordéon, ça les fascine. Et ils veulent tous, au bout d'un moment, dire « Oh, on peut essayer. » Alors, il faut mettre de l'ordre. D'accord, mais en file indienne, on passe un par un, et je leur confie l'instrument. Et là, tu as tous les types de réactions. Tu as le petit ou la petite qui prend l'accordéon, qui tire, qui fait beaucoup de bruit. Et à contrario, tu as ton Turin qui se pointe, qui joue tout doucement, puis qui a les yeux qui partent dans le bail en jouant. Tu vois, c'est deux. Sans parler de gens hyper balèzes, tu as deux manières d'être par rapport à l'instrument. Et ça me fascine. Et tu vois, j'ai été très frappé par des musiciens anciens dans les campagnes. Mais par exemple, les deux premiers que j'ai vus vraiment de près, c'était dans le Gers, Ernest Lourde et Léa Saint-Pé. Bon, et c'était deux mondes différents. C'était la même danse, des rondeaux, des airs qui étaient assez voisins, mais leur expression était radicalement différente. Je préférais pas l'une à l'autre, ou l'un à l'autre, mais c'est des mêmes types de musique, avec deux manières complètement différentes de s'exprimer. Et ça me fascine. J'aime voir les gens jouer, en général de tout type de musique, pour les voir jouer, voir ce qui dégage, quoi, ce qui se dégage d'eux. Et je pense que quand on dit ce vieux slogan de 68, la musique appartient à tout le monde, qu'on a très largement expérimenté dans le folk, bon, ça paraît banal de dire ça, mais c'est tellement vrai. Tout le monde peut se risquer. Et c'est dans ce risque-là qu'on se découvre et qu'on invente des choses. Bah, c'est bien, dis donc. Ça, c'est niveau France Culture. Mais alors, écoute, une question. Tu dis quelque part que j'aime bien cette expression, puis en ce moment, évidemment, elle a des résonances particulières, que la musique est contagieuse, ou quelque chose comme ça, que c'est un art de contagion. Bon. Alors, ma question, très simple, qui vient tout droit de l'Institut Pasteur, quel est le virus qui se transmet exactement? Essaie d'être précis.
Est-ce que c'est l'homme? J'aurais tendance à le penser quand je te vois. C'est-à-dire c'est Marc qui joue, dans le fond, on va écouter Marc et c'est Marc qu'on retient, plus que sa musique finalement. Ou est-ce que c'est le plaisir de danser? Parce que oui, quand même, j'imagine que tu as eu beaucoup de plaisir à faire danser les gens. Ouais. La première fois que je t'ai entendu, en 77, ma mémoire est immense, tu jouais un rondeau. Wow. Et je ne connaissais pas le rondeau, figure-toi, un rondeau des larmes. Je crois, hein, je ne crois pas me tromper. Et ça m'avait beaucoup plu. Et voilà, alors, qu'est-ce que tu... C'est quoi ce virus, en fait? Est-ce que c'est l'homme, l'émotion, un type d'émotion qui se sépare du joueur qui joue? Est-ce que c'est la forme elle-même? Est-ce que c'est l'invention? Est-ce que c'est le dérapage par rapport à ce qu'on attend? Tu vois, le décalage par rapport à ce qu'on attend? Enfin, essayer de comprendre, de me faire comprendre. Moi, je pense que c'est un homme ou une femme qui joue. Moi, ce que je ressens, c'est que ça fait un. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vraiment c'est très... Il y a une... Pas parler de sincérité, c'est pas... Il y a comment dire, une cohésion totale entre ce qu'est la personne et la musique qu'il fait. À un moment, on sent, enfin, moi je ressens comme ça, que la musique et le musicien sont un. C'est une entité. Donc vouloir séparer l'un de l'autre... Oui, mais c'est beau, mais c'est un peu utopique, parce que d'abord, tu as des grands emmerdeurs qui sont des magnifiques musiciens, et tu as des types qui sont d'une douceur extrême et qui t'emmerdent. Quand je dis la musique, je pense à un copain qui va bientôt venir jouer à Lyon, là. C'est Gilles Pape. Gilou au violon. Quand il joue, il est la musique qu'il joue. Et la musique qu'il joue, c'est lui. Je ressens ça de lui bas. Moi, je cite ça pour moi en exemple toujours. Un jour, on était dans les coulisses, j'adore les coulisses, l'avant-scène, quoi. Et une fois, justement, Around Midnight, il y avait Mainviel, il y avait Bernard, il y avait Marie-Odile. On était dans les coulisses du théâtre des Boules du Nord, qui sont en sous-sol. Et à un moment, après avoir déconné, rigolé, tout ça, tout le monde était dans son coin, chacun a fait à préparer ce qu'on devait faire. Et Bernard a pris son mélodica, et puis il s'est mis à jouer Around Midnight. Et à cet instant précis, j'ai vraiment... Pour moi, c'est une très forte illustration de ça. Il était la musique qui jouait. Mais que la musique soit... C'est pas lui qui a créé, qui a inventé Around Midnight. Mais au moment où il la jouait, il était la musique qui jouait. Et ça me fascine. Ouais. Et c'est pas tout le monde. Alors si tu dis c'est pas tout le monde, je suis d'accord. Il y a des musiciens qui sont un peu à côté, un peu au-dessus d'eux, ou qui se regardent jouer, mais qui sont... Il y a un distinguo entre ce qu'ils produisent et ce qu'ils sont. Voilà. Alors, je vais te dire un truc. C'est une autre question. Je ne veux pas être trop long non plus. Mais, par exemple, toi, tu as un rapport à la virtuosité qui est un rapport assez sain, je dirais. Tu ne cherches pas à faire le malin, à rajouter 3 notes en plus pour montrer que tu es meilleur. Donc, il faut régler ce problème. C'est comme le pognon, si tu veux. Il faut avoir du pognon pour vivre, mais si tu en veux trop, tu deviens pervers et connard. Donc, il faut un peu de virtuosité. Et c'est un peu ça, quoi. Mais alors, comment tu te situes par ailleurs? Il y a les grands virtuoses. Justement, le virtuose, il arrive à... Excuse-moi cette expression, il pète un peu au-dessus de son cul. Il veut absolument montrer qu'il est plus que ce qu'il peut faire et qu'il peut faire encore plus. Il peut faire ce qu'il fait en levant la jambe et tout ça. Et ce qui crée un espèce de désordre par rapport à la personne que tu ressens. Tu dis, c'est pas toi, là, tu es en train de faire le malin, le trapéziste. Et alors, comment tu te situes par rapport à la virtuosité? Moi, j'ai l'impression que tu fais vraiment... T'en fais jamais, en fait, de la virtuosité. Mais c'est pas un problème pour moi. Enfin, oui, parce que t'en fais j'ai acquis assez de virtuosité pour m'en satisfaire. Enfin, ça va, quoi. J'ai pas envie d'en faire plus. Et par rapport à la virtuosité, c'est pas ce qui m'intéresse dans la musique, vraiment. Mais il en faut, hein.
je suis capable de faire des choses comme tout le monde. Mais à un moment donné, je vais prendre encore des exemples. Il y a des gens, quand la musique est au cœur de ce qu'ils sont, que la personne est, quoi, quand la musique est vraiment serrée avec l'être qui la produit, s'il y a virtuosité, ça embarque, et on ne la ressent plus comme virtuosité. Je ne sais pas, vraiment, la première fois, j'avais 18 ans, je n'aimais pas l'accordéon, et dans le café du lycée, on allait tous, on écoutait James Brown, les Stones et tout ça. Un jour, j'ai entendu T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Puis j'ai entendu derrière l'accordéon, et je n'ai même pas pensé que c'était de l'accordéon. J'ai entendu un nuage, quoi, une enveloppe, un truc incroyable. Et puis après, j'ai vu Marcel jouer ça, je l'ai vu jouer, et c'est hyper virtuose, ce qu'il fait là. Alors mais on ne le ressent pas comme virtuose. Alors c'est virtuose, c'est pas virtuosistique. Excuse-moi l'expression un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il la ramène pas, quoi. Il est complètement fondu. D'ailleurs, Brel a été surpris je crois qu'il s'est fait surprendre par l'intelligence, quoi. C'est de la virtuosité intelligente. Mais n'empêche que le virtuosisme est quand même une maladie du point de vue pour la musique. Si tu prends le prix de Tchaïkovski, par exemple, c'est celui qui passera la double croche le plus vite qui va l'emporter. Et la virtuosité te permet aussi de faire les traits avec plus de finesse aussi dans certains cas. Tu vois. Alors, est-ce qu'il t'arrive à toi, quand tu travaillais un morceau, quand tu travaillais, parce que pauvre Coco, tu ne peux plus, mais quand tu travaillais, est-ce que tu pouvais reprendre un passage qui était difficile parce que et à plusieurs heures, enfin au point de un tiré poussé en même temps qu'il faut changer de doigt. Oui, bien sûr. On va, c'est-à-dire que instrumentalement, je pense que c'est la vérité de tout le monde. On travaille toujours au seuil de ce qu'on peut faire. Bon, et on essaye, on réessaye, bien sûr. Ah ouais, ça j'ai essayé. J'ai beaucoup joué. Enfin, quand je dis j'ai beaucoup joué, j'y ai passé. J'ai beaucoup joué en scène, j'ai beaucoup joué pour moi, dans ma chambre. C'était un moyen de m'évader, quoi. Et j'ai fait, refait des passages, mais j'ai pas fait des exercices. Je me suis exercé. C'est pas la même chose. Oui, je comprends. Il y a deux écoles. En piano, c'est pareil. Il y en a qui font travailler des gammes à la honte, c'est des trucs, et d'autres qui travaillent directement l'œuvre. Alors, il y a un problème quand tu travailles l'œuvre dans un répertoire classique, c'est que tu te fatigues très vite, parce qu'une phrase de Chopin, n'importe quoi, tu la répètes 120 fois. Retrouver sa fraîcheur d'origine, alors là, c'est très emmerdé. Au piano, j'ai pas de... Pardon. Oui, non, c'est tout. Au piano, j'ai pas de... Ma nièce, qui aurait pu devenir une très, très, très bonne pianiste, vraiment, mais qui n'avait pas une passion pour le travail technique, comme beaucoup de jeunes, d'enfants, avait une prof à l'école russe de Paris, je ne sais pas où c'est. Au conservatoire à Kamenilov. Et elle m'expliquait que le piano enseigné par les Russes est beaucoup plus physique. Les profs mettent les doigts sur les mains de celui qui joue. C'est une approche beaucoup plus sensuelle, même, que souvent le piano qui est enseigné ailleurs, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. Et ça rejoint des comparages que j'ai. Tu me disais, tout à l'heure, tu me disais que tu m'avais vu jouer pour faire danser. Effectivement, j'ai pris un grand plaisir. Et dans la musique, la virtuosité, pour moi, je l'ai travaillé par rapport à la danse, parce que j'ai compris assez rapidement qu'il y avait une intrication entre le mouvement et la musique. Et ça très fort. Et tu parlais des sardes qui jouaient un peu à distance de leur instrument. C'est peut-être qu'ils sont, tu les connais mieux que moi, ils sont plus proches du mouvement,
du mouvement des danseurs en faisant ça. Complètement. Il est impensable de danser, de jouer une musique charte sans la danser. C'est impensable. Ah, c'est impensable. C'est le corps, l'instrument ne fait que prolonger le corps. Et pour ça, il n'y a pas photo. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a quelques... Francesco, par exemple, notre ami. D'ailleurs, je lui téléphonerai dès ce soir pour te dire que je t'ai vu. Il a appris la musique sarde, il jouait 2-3 pièces, un bal de Desulo, un passo torrao, sans la complicité des danseurs. Et je te jure que, quel que soit le mérite de Francesco, qui est un magnifique musicien accordoniste, c'est pas dansable. Je te jure que c'est pas dansable. Et je peux le lui dire, ça ne me gêne pas de te le dire, parce qu'il manquait la micropulsation, et quand tu ne l'as pas dans les jambes, tac, 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 à ce moment-là, ça ne passe pas dans le bras, ça ne passe pas dans le corps, ça ne passe pas dans l'instrument, et c'est pas dansable. Et c'est pas grand-chose, hein, mais il faut... En revanche, quand un type comme Totore Kessa, que tu connais, que tu merveilles, il prend son truc, il prend l'instrument, il fait... Et alors, tu vois, toutes les femmes, surtout parce qu'elles dansent plus que les hommes, en fait, tu vois, là, ça se soulève tout de suite, là, toc, 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 et c'est irrésistible. Irrésistible. Ça apporte au mouvement, ouais. Et donc, voilà, donc la danse est complètement capitale. Alors ça vaut pour la musique de danse, mais pas forcément pour toutes les musiques, parce qu'il n'y a pas que de la musique de danse. Mais je pense que quand on a le souci de travailler pour le mouvement, moi j'ai toujours, c'est facile de dire ça, mais il y a du mouvement dans la musique et de la musique dans le mouvement. Ça, je pense que c'est important. Et par rapport au classique, par exemple, je pense que, moi, par exemple, je suis assez fasciné par un pianiste le plus, Horowitz. Bon, et j'ai regardé, je crois, un concerto de Mozart joué par lui. Et pour moi, ça danse. Je ne sais pas comment. Alors que ça n'a rien à voir avec la danse, a priori. Ça danse, quoi. On voit ses doigts, on voit. C'est dansant pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais. Et je pense que là, par rapport à la virtuosité, la vraie, elle se nourrit du mouvement. Je pense qu'il n'y a pas de vraie virtuosité sans rapport au mouvement. Ouais. C'est vraiment, je sens ça très, très fort, quoi. Non, le seul mérite de la virtuosité, alors la virtuosité dans son côté négatif, je crois qu'on sera d'accord. Moi, je t'ai dit que tu n'es pas virtuose, donc c'est plutôt... Ouais, je connais des gens qui sont complètement obsédés par la virtuosité. Hein. Plus ça va vite, plus tu fais de trucs. Mais c'est un peu comme dans le sport, si tu veux. Ce qui fait pourquoi un champion de tennis est meilleur que l'autre, c'est parce qu'il arrive à subdiviser le temps un peu plus que le voisin, que le copain. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, tu as une balle qui arrive en 1 seconde, moi je joue au tennis, qui arrive en 1 seconde, tu as 1 seconde, tu peux faire 10 mouvements, tu peux en faire 7, tu peux en faire 5. Si tu en fais 5, tu joues moins bien. Si tu en fais 10, tu en fais... Alors, la virtuosité, c'est pareil. Si tu arrives à subdiviser le temps, tu peux faire un rubato plus marqué, tu peux faire un contretemps plus un tout petit peu décalé. Donc, plus tu subdivises, c'est-à-dire ça impose quand même un travail intellectuel, qui fait que tu as une subdivision du temps qui est supérieure à l'autre. Et c'est pour ça. Horowitz, par exemple, c'est une merveille pour ça. C'est des mecs qui arrivent à surdiviser le temps et qui donc ont beaucoup d'aisance. Quand tu joues mal, tu prends tes trucs, tu dis chaque seconde je fais un truc et je suis tranquille. Bon, mais alors dans la subdivision, il faut y aller, quoi. C'est un savant mélange des deux, hein, qui fait que ça respire, quoi, je sais pas. Ouais. Mais la danse, pour en avoir parlé un jour, lui m'a donné un atelier de percussion pour un assez grand nombre de gens. Et Marie-Odile était... Moi, j'assistais, Marie-Odile participait à l'atelier, elle le suivait, il montrait les pieds, les mains, sans instrument, hein, juste comme ça. Et Marie-Odile lui a dit après, il dit Bernard, quand tu joues, quand tu as l'impression que tu danses. Et Bernard lui a dit, mais moi, mon grand plaisir, ça a été de danser. Et il racontait que quand il était môme, en même temps qu'il a commencé la musique dans le dancing de ses parents, il dansait avec les vieilles dames, toutes les vieilles dames le faisaient danser. Et qu'il a adoré ça,
danser, quoi. Et ça s'entend, ça, dans son rapport à la musique, ça s'entend. Enfin, moi, je l'entends. Il danse plus du tout. Ça fait longtemps qu'il danse plus, quand même. Ouais, ça fait longtemps qu'il danse plus, mais moi, je pense, moi, par exemple, je bouge plus. Oui, n'empêche que j'ai emmagasiné plein de trucs, quoi. Ouais. Puis bon, moi, j'ai une petite histoire un peu à part, c'est qu'avant de faire de la musique, j'ai beaucoup fait de sport et j'ai été lanceur de disques. Et quand on est lanceur de disques, on a un rapport au mouvement, forcément. Parce que la volte, l'élan du disque, il faut avoir vu des images, se pénétrer du mouvement des chansons qu'on a vues pour s'y essayer soi-même. T'es lanceur de disques, c'est super. Si tu lances tes propres disques. Non, ouais. Mais je crois que j'ai plus lancé de disques que j'en ai vendu. Mais c'est vrai, pour moi, le mouvement est maître de tout. Je trouve qu'en France, on a eu un grand problème. Depuis, tu sais mieux que moi, depuis Louis XIV, il y a la danse et la musique. Et ce qui me fait rigoler, c'est la notion de corps de ballet. Ça me fait rigoler parce que pour les musiciens qui jouent pour le corps de ballet, de corps, il n'y a pas. Les musiciens tournent le dos à la danse. Dans l'opéra aussi, hein, ils ne voient pas. Donc, c'est une négation du mouvement, quoi, de l'être. Ouais. Et c'est Louis XIV qui a codifié tout ça, si j'ai bien compris. Bah, tu vois, il y a des débats qu'on a à notre niveau. Enfin, quand j'étais un peu aux affaires d'ethnomusicologie, parce que c'est mon boulot, on se posait toujours la question, la musique et la danse. Mais pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça a toujours été la même chose en fait. Ethnomusicologie, on ne veut pas dire ethnomusico-corée, déjà que c'est insupportable comme truc. Mais, et alors, les universitaires se posent ce genre de questions. Quand ils affichent des postes, ils demandent un choréologue ou un ethnomusicologue ou un ethnochoréologue-musicologue, tu vois, ça devient très compliqué. Non, et t'es ethnomusicologue, tu t'intéresses à la danse. Il se trouve que quelquefois, comme on ne peut pas tout faire, on n'a pas forcément les mêmes outils pour étudier la musique et la danse. Mais un ethnomusicologue qui étudie la danse, il fait pleinement son boulot. Ou un ethnochoréologue qui étudie la musique fait pleinement. Le cas Guilcher, papa, est remarquable de ce point de vue-là, parce qu'il était à la fois ethnologue, musicologue, il faisait des transcriptions très sommaires, il ne voulait pas faire de transcription de la danse, parce que tu sais, la notation Laban et tous ces trucs-là, ça n'intéressait pas du tout. Mais il avait remplacé ça par une pratique de la danse, et qui faisait que... Je l'ai vu danser d'ailleurs avant qu'il ouais. Je crois que c'était à la thèse d'Yvon, parce que j'étais dans le jury de thèse d'Yvon. Moi. Ah ouais. Ouais. Et oui, il y a de ça 30 ans à peu près, quoi. Et il avait déjà 80 ans ou presque, et il dansait très bien, la paire, avec sa petite Nina, là. Il avait un corps de danseur breton, tu vois, et aussi ça, quoi. C'est pas la même chose que le corps d'un serbo-croate, qui sont généralement les mecs très grands, très souples, et qui veulent beaucoup y aller beaucoup dans la gymnastique, quoi. Lui, c'était vraiment... Ouais, très serré, ouais. Mais tu vois, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est quand j'ai acheté, tout à fait par hasard, un disque, alors, je ne sais plus en quelle année, sur les musiques, un truc de collectage que tu as fait, sur les musiques dans le Haut-Atlas. Ah oui, d'accord. Voilà, et je ne sais plus en quelle année c'était. Oh, c'est 70. 70, oui. Par là. Et il se trouve que le hasard, il y a beaucoup de bendir dedans, je me souviens. Ouais. Et le hasard a fait que la première fois où j'ai vu quelqu'un jouer devant moi la musique de proximité, c'était la mère d'un copain, Mohamed, il s'appelait, qui était donc algérien d'origine, et sa mère jouait du bendir et chantait. Ouais. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un jouait en vrai devant moi, quoi. Et je suis tombé peu de temps après sur le disque. Par exemple, ces musiques-là sont habitées du corps, quoi, de celui qui en joue. Ah, complètement. Moi, je sens, c'est vraiment
c'est fort, quoi. Et par rapport à la Sardaigne, moi, je pense, l'Italie, c'est le premier bras tendu de l'Europe à l'Afrique. Bon, et je pense que la Sardaigne, c'est vraiment au bout du bout. Et que quelque part, dans la virtuosité incroyable de la découpe du temps, dans l'art de la découpe du temps, qu'on connaît chez les Sardes, qui est impressionnante, il y a quelque part du genre de l'Arbocca que je voyais dans les cafés à Aubervilliers quand j'avais 16 ans, 17 ans. Oui, pour l'Italie du Sud. Oui, pour les tarentelles. Et la Sardaigne, le bon phrasé de tarentelle, c'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup qui le fassent bien. Ça, c'est certain. Tu as un mélange binaire-ternaire. Alors, pour le corps du Haut-Atlas, je peux t'en parler parce que c'est un corps douloureux, en fait. Il faut le savoir. Quand tu joues de ces grands bandirs au Haut-Atlas, tu parles des Célis, ça, j'en avais pas parlé. Donc, tu as le tambour, tu tapes, et comme tu as tout le village qui est en train d'observer qu'il attend qu'une chose, c'est que tu te trompes et que tu ne joues pas assez fort et que tu te ridiculises parce qu'il faut jouer le plus fort possible pour s'imposer, tu vois. Tu fais partie d'un groupe, donc tu y vas carrément et tu finis, moi je jouais à l'époque, tu finis avec les mains en sang, quoi, en fait. Il faut y aller, quoi, faut y aller. Donc c'est pas du tout, tu vois, ce rapport de possession un peu intimiste que tu as avec l'accordéon dans le souffle. Oui. Là, c'est plutôt le show-off total. Il faut y aller carrément. C'est l'investissement jusqu'à mourir, quoi. Tu t'en sueurs, il fait chaud en plus, et tu tapes comme un fou. Et si tu réussis, c'est par ton énergie. Et l'énergie, elle est une énergie physique, de champion. Tu vois, il n'y a pas de virtuosité, c'est uniquement de la force physique. Et quand tu as des mains d'intellectuel ou de semi-intellectuel, avec tu vois, un peu de gras là et tout ça, tant que tu n'as pas de l'accord, c'est pas la peine de jouer. Première chose que tu as à faire, c'est d'ailleurs comme pour la musique indienne, il faut cisailler les doigts, tu sais, il faut avoir les doigts cisaillés pour pouvoir jouer du sitar. Et bien là, il faut avoir un gros bourrelet de dur là, pour arriver à jouer fort. Alors, quand tu débarques pour jouer la musique, tu peux pas. Tu te fais d'abord la main, et quand la main est dure, tu peux commencer à jouer. Commencer à y aller. Puis en plus, ils se donnent aucun mal pour équarrir les tambours, tu vois, pour les rendre un peu doux. Est-ce que ça a été ta première enquête, vraiment? Oui. Non, j'ai commencé un peu en France, au col de Tende. Au col de Tende, il y avait des accordéonistes qui jouaient, mais qui étaient plutôt des semi-diatoniques, tu vois, diatoniques, comment on les appelle, sémitones, je ne sais plus comment on les appelle. Oui, demi-ton. Bon, ça c'était du côté de la vallée de la Roya. Il y avait des accordéonistes. Mais c'était des enquêtes assez courtes, mais mes vrais terrains, c'était d'abord au Maroc, après la Sardaigne, après dans les Balkans. Donc c'est 3 grandes zones en fait, avec des problématiques un peu différentes. Puis après la découverte de la voix. Là, essentiellement, c'est la voix qui me fascine maintenant, beaucoup plus que l'instrument. Quoi. Tu travailles sur quoi là en ce moment? Moi je fais des chansons. Ah oui, tu fais des chansons, ouais. Ah ouais, bah ouais, j'ai écouté. Non, ça fait marrer tout le monde. Non, je veux dire pourquoi ça fait marrer tout le monde. Parce que j'aime bien les chanter en public. En même temps, quand je vais voir un endroit pour les chanter, les gens ils me regardent, tu vas 81 ans pour commencer une carrière, c'est pas crédible. Je voulais faire aussi du cinéma, j'ai eu le même problème. Je trouve qu'il y a un racisme anti-vieux qui est un peu terrible en fait, je vais te dire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, parce on se plaint beaucoup du racisme anti-jeune, mais anti-vieux. J'avais fait un super projet, ça n'a jamais marché. Une fois, une femme a eu le courage de me dire « Écoutez, monsieur, votre projet est peut-être très intéressant, mais on ne va pas investir sur vous. Hein, parce qu'on fait un film, après il faut en faire un deuxième, ou troisième, le producteur il commence à vous faire connaître, vous aurez 94 ans, donc c'est même pas la peine d'en parler. » Donc elle m'a eu le courage de me le dire. J'ai rangé mon truc, j'ai rangé le scénario, et je ne me suis plus occupé de projet de film. Et pour le cabaret, c'est un peu pareil, tu vois, je vais me présenter, j'ai honte. J'ai honte parce que, bah oui, j'ai honte, il faut vendre un produit gai, dans le vent. Une fois, je suis allé à l'entrepôt, un endroit que connaît sans doute Philippe, qui était près de ton ancien quartier. Je tombe sur une gamine, 22 ans, analphabète total, mais analphabète, t'as pas idée, quoi. Elle prend, je lui fais écouter un truc, mes chansons étaient peut-être pas formidables à l'époque, je me suis un peu amélioré. Je me rappelle qu'au début, j'avais des critiques terribles de mes camarades les plus proches qui trouvaient que c'était vraiment pas bon, mais on progresse. Hein. Et elle me fait attendre une fois, une première fois, deuxième fois, une demi-heure, gamine, hein. Moi j'avais déjà 70 ans à l'époque, et elle me fait attendre, puis elle me dit « Non, j'ai pas eu le temps d'écouter, j'ai pas le temps, vous comprenez, monsieur. » Et déjà, j'avais compris que j'étais pas à la hauteur, quoi, d'après elle. Bon. Et après, elle me dit « Tenez, monsieur, je vous rends vos disques, moi je m'intéresse qu'à l'ethnique. » Elle me dit « Ah,
de rigoler. Je suis peut-être la personne la plus connue en ethnologie musicale. Vous me dites ça à moi? Non, mais arrêtez. Je veux bien rester modeste, mais il y a des limites quand même. Bref, et donc j'ai fait un concert à l'Entrepôt, mais j'ai beaucoup de mal à faire du cabaret très simplement, tu vois, avec deux musiciens merveilleux, des mecs que j'adore, qui ont une espèce de rapport à la musique qui est ce qui te plairait beaucoup, quoi. Comment te dire? C'est des mecs qui font pas carrière. Un. Deux, qui ont un peu comme Luba, quoi. Ils ont tellement de formation derrière eux qu'ils peuvent tout se permettre. Tout se permettre, ouais. Y compris le swing en retard, il rattrape toujours, comme Miles Davis, tu vois. Il est en retard, c'est pas grave, il récupère dans une grande liberté expressive parce qu'ils ont énormément de métiers. Et là, j'aimerais bien oui, chanter encore avant que ce soit trop tard, quoi. La vie est devant nous. C'est mignon, toi. Écoute, on n'est pas brillants tous les deux. Arrête. Oh écoute, ça va. Cela dit, je souhaite de rester encore bien comme ça, quoi, avec ce sourire. Faut essayer. Hein. Le sourire de jeune vierge. La vierge à moustache. La vierge à moustache.